Telling you that honesty is more than just a word. Leave your lies alone. You cut away the pieces of every little truth, stripping me to the bone. Don't you lie to me. Don't you lie to me. Don't you steal my heart. Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. To me, don't you lie to me. Don't have to steal my heart, you can have it for free. Don't have to steal my heart, and don't you lie to me. Chers auditeurs de Tranche de vie, Alice est australienne. Elle vient en France pour passer quelques jours et je profite de son passage à Périgueux pour l'interroger sur les heures terribles que vient de traverser son très grand et très beau pays. Alice, bonjour, merci d'avoir accepté de parler un peu à nos auditeurs de ce qui vient de se passer en Australie. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps ces incendies gigantesques ont ravagé ton pays? Comment ça a commencé? Bonjour Jean-François. Je pense que ça a commencé en septembre, mais on en parlait peu. Et puis, on en parlait beaucoup plus juste avant Noël. Parce que là, c'est le moment où c'était très clair pour tout le monde que ces incendies étaient plus violentes que normal. On a l'habitude d'avoir des incendies, mais jamais aussi répandus que celle-ci. Donc je vais dire vers Noël, peut-être fin novembre, mais absolument vers Noël, les gens ont vraiment pris conscience de la gravité de la situation. Et puis parce qu'aussi pour nous, décembre, juste avant Noël, c'est le début de nos grandes vacances d'été. Et beaucoup de familles partent faire du camping, justement dans les parcs, et où, malheureusement, on a eu beaucoup d'incendies. Alors là, les gens étaient confrontés avec une réalité jamais vue, quoi. Alors, le contexte saisonnier, c'était le début de l'été, donc il faisait très chaud. Est-ce que la température était exceptionnellement élevée cette année, comme je crois qu'on l'a dit? Et est-ce que ces incendies ont fait suite à une période de grande sécheresse? Oui, absolument. On a eu des grosses chaleurs mi-décembre, beaucoup plus chaudes qu'habituel. Et puis, comme vous savez, on a une grande sécheresse depuis, je vais dire 10 ans. Alors, tout ça a joué pour faire les conditions idéales pour les incendies comme on a eu. Depuis 10 ans, il y a eu des pluies qui étaient anormalement basses, oui. Un niveau de pluviosité qui était anormalement bas. Oui, mais je peux pas vous donner les statistiques, mais oui, depuis 10 ans, on en parle, depuis 10 ans. Et puis enfin, les sapeurs-pompiers savaient que cette saison allait être sévère. Ils ont dit déjà en mars qu'on attendait une saison hors normale. Et tout ça parce qu'eux, ils savent. Ils savent comment comprendre les conditions. Et, oui. Mais ça veut dire que chaque année, il y a quand même des feux saisonniers qui se manifestent comme ça en Australie, dans certaines régions, si pas dans beaucoup de régions comme ça a été le cas cette fois-ci, mais vous avez des feux de saison? Oui, on en a, mais pas comme cette année, comme je viens de dire, et puis très contrôlé en fait, très contrôlé, et vite supprimé. Oui. Alors, chronologiquement, donc ça a commencé à devenir sérieux au mois de décembre.
Et alors, dans l'espace, c'est par la partie orientale de l'Australie, par le Queensland, que ça a commencé. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que juste les jours après Noël, on avait les feux dans le Victoria, dans le Queensland, aussi à l'ouest, et puis autour de la capitale, et puis dans le New South Wales. Oui. Alors là, j'ai une petite interruption pour rappeler que le Queensland, bon, c'est la région qui est située au nord de Sydney, c'est-à-dire au nord de la Nouvelle-Galles du Sud, dans la partie orientale de l'Australie. L'État de Victoria, c'est un État qui est au sud-est de l'Australie. Et puis, à l'ouest, eh bien, vous avez la région de Perth. Et au milieu de cette périphérie australienne qui est occupée et peuplée avec des villes, eh bien, il y a le grand désert dans lequel, par définition, il n'y a pas d'incendie de forêt. Oui. J'ai oublié, on avait aussi les incendies dans le sud, l'Australie du Sud, un autre État. Donc, presque tout le pays était concerné, en fait, cette fois-ci. Et ça, on n'a jamais vu. Mais ces feux, ils n'ont quand même... Est-ce ils sont apparus simultanément ou bien ça a progressé de région en région. En France, d'après les informations qu'on recevait, on avait l'impression que ça avait d'abord commencé effectivement autour de Sydney et puis du... Brisbane, voilà, c'est le nom que je cherchais. Alors, ça a commencé dans cet état dont Brisbane est la capitale, et puis ça a progressé ensuite vers le sud, et c'est l'impression qu'on avait. Est-ce que ça s'est passé comme ça ou autrement ? Non, je pense que c'était autrement. Je pense qu'il y avait eu des incendies qui ont commencé au même moment. Bon, bien sûr, les feux ont progressé, mais c'était spontané, un peu au même moment, un peu partout. Ouais. Enfin, c'est difficile à dire. Oui. Vraiment. Mais ce n'était pas un feu qui est descendu toute la côte. Il y avait un feu, puis un feu, puis un feu, puis un feu. Oui. Et qui sont apparus comme ça, mais presque simultanément dans différents endroits. Oui. Alors, quelle était la réaction de l'opinion ? Est-ce que les gens se sont demandé, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un phénomène climatique ou bien est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était quelqu'un qui mettait le feu ? Comment a réagi l'opinion ? Mais déjà, c'était le choc, un grand choc. Je pense que tout le monde était vraiment dans un état de choc pendant quelques jours. Pas les gens concernés immédiatement, parce qu'ils ont dû quitter leur maison, quitter le village. Mais moi, j'habite dans une grande ville, mais là, j'avais l'impression qu'on traversait quelque chose qui était tout à fait hors des normes. Vraiment quelque chose d'inconnu. Et ça nous a fait peur. Et... Mais à Melbourne, est-ce que toi, tu as été inquiète et tu as eu peur est-ce que tu habites dans une zone où il y a des forêts et où tu as eu peur d'être atteinte par ces feux ? Moi non. Mais ce que tout le monde a ressenti, c'était la fumée. C'était est-ce que c'était le 16 janvier, je pense ? Bon, après les grands... Non, on avait toujours les incendies, mais la ville était polluée par la fumée. Pendant 2 jours, on avait du mal. Et tu veux dire que c'était une fumée qui était dense, qu'on avait du mal à circuler, que les véhicules avaient du mal à circuler, ou bien est-ce que quand même on y voyait à une certaine distance ? C'était très dense. C'était les vacances, donc il y a déjà moins de voitures. Mais on a dit aux gens qui avaient du mal à respirer, les maladies respiratoires, de ne pas sortir. Pour les gens âgés, de ne pas sortir. Et de faire très très attention. Parce que c'était une pollution très forte de la fumée. Et avec ça aussi une grosse chaleur. Donc vraiment, ça a donné à réfléchir. Bien sûr, les gens ont parlé du changement climatique. Il y en a qui ont questionné le gouvernement. Il y en a qui ont dit que c'était quelque chose de naturel. On a eu plusieurs réponses comme en essayant d'expliquer
ce qu'on vivait. Mais après tout, je dirais une grande tristesse. Oui. On a cherché, quand même, l'opinion a cherché à la fois des explications et éventuellement des responsables de cet état de choses. Oui. Et donc, quelles ont été les hypothèses qui ont été émises à ce moment-là? Ce qu'on sait que les sapeurs-pompiers voulaient bien parler avec notre Premier ministre, je pense en mars, parce que, comme j'ai dit, ils avaient dit que ça serait une saison très très dure. Et lui, il n'a pas trouvé le temps de leur parler. Tu veux dire qu'il aurait dû y avoir, les gens pensaient qu'il aurait dû y avoir des mesures de prévention qui auraient été prises au cours des mois précédents le début des incendies? Oui. C'est ça qu'ils voulaient, les sapeurs-pompiers. Ils voulaient plus de prévision et peut-être plus d'équipement aussi. Plus d'équipement aussi. Oui. Parce que là, les sapeurs-pompiers chez nous, ce sont des bénévoles. Donc, il leur faut du matériel. Et voilà, enfin, je peux plus, je ne sais plus pour ça. Et puis de dire que c'est la faute à quelqu'un, ça ne sert pas à grand-chose. C'est comment... Oui, mais toutes les fois qu'il y a toutes les fois qu'il y a des catastrophes comme ça, il y a des gens qui, il y a des bruits qui circulent et qui sont quelquefois complètement fantaisistes. Et puis, toutes les fois qu'il y a de grands incendies, en France par exemple, il y a des enquêtes pour voir d'où ça vient, puisque quelquefois, il y a des incendies volontaires. On va avoir des enquêtes. On va avoir des enquêtes. Mais non, je pense que ces feux-là, je pense qu'il y a un feu qui était mis par un pyromane. Mais les autres, non. C'était spontané, c'était le climat, peut-être les éclairs. Non, ce n'était pas créé par quelqu'un. Oui. En majorité, tu penses que ces feux étaient d'origine naturelle. Absolument. Causés à la fois par la sécheresse prolongée et la chaleur. La chaleur, oui. Alors, comment, je veux dire, l'opinion a-t-elle réagi aussi? Est-ce qu'il y a eu une mobilisation d'opinion en faveur des gens qui ont été déplacés, en faveur des gens qui ont perdu leur maison? Est-ce que tu sais à peu près combien de maisons ont été détruites? Oui, il y a des centaines. Non, les gens ont fait beaucoup de choses pour les aider. Nous, par exemple, on a donné de l'argent, mais on a donné aussi des outils pour les gens qui doivent rentrer chez eux et puis nettoyer, quoi. Puis, donc, les pelles, des seaux, des haches, des choses comme ça très utiles. Et les gens ont fait ce qu'ils pouvaient. Ce que je constate, c'est que maintenant, on veut donner directement aux villes. On veut beaucoup moins donner aux associations professionnelles parce qu'on ne veut pas que cet argent soit perdu dans l'administration. Donc les gens donnent maintenant au village, aux sapeurs-pompiers des villages, directement. Quand tu parles d'associations, tu parles de quelles associations? Mais là, c'était la Croix-Rouge en fait, qu'on en parle. Oui. Bon, ça c'est pas une association qui a une action directe contre les feux. Non, mais on donne de l'argent et des biens pour être distribués aux gens qui ont souffert avec les feux. Qui ont été ruinés et qui ont été sinistrés par le... Mais ce qui inquiète beaucoup les gens maintenant, ce sont les animaux. Les animaux, il y a des milliards. Alors là, il y a toutes sortes de chiffres ont circulé, hein. On a dit qu'il y avait des milliards d'animaux qui ont disparu dans ces incendies. Ce sont des évaluations qui ont été faites par des spécialistes de la nature, mais en comprenant absolument tous les animaux, c'est-à-dire en allant des mammifères. On n'a pas compté les grenouilles. Alors justement, là j'ai vu des chiffres officiels, j'ai regardé, les chiffres officiels, c'est moins d'1 milliard quand même d'animaux, en excluant une partie des animaux, c'est-à-dire en ne prenant en compte que les mammifères, les oiseaux, les reptiles. Mais c'est énorme. Alors, sans compter les insectes, évidemment. C'est énorme. Alors, ça fait bien sûr beaucoup. Et c'est ça nous rend tristes, vraiment très tristes. Puisqu'on sait aussi que leur habitat n'existe plus. Alors, c'est ça. Pour les nourrir, pour les remettre dans la nature.
Justement, je voudrais que tu donnes un aperçu aux auditeurs du type de forêts qui ont été atteintes par ces incendies. Parce que quand on est européen, si on ne connaît pas l'Australie, on se dit, bon, il y a des forêts en Australie, mais est-ce que ce sont des forêts de conifères, ce sont des forêts d'eucalyptus, est-ce que c'est des forêts denses? Mais il y en a des plantations de conifères. Parce qu'on a vu des photos où il y avait effectivement des conifères qui prenaient feu. Oui. On a vu aussi toutes ces photos avec les kangourous qui partaient en courant et puis les koalas qui se faisaient incendier. Oui. Mais là, c'est mélangé. Mais je dirais que pour la plupart, c'est notre brousse. Donc, c'est les eucalyptus et puis les plantes qui sont en dessous. Il y a l'huile dans les feuilles d'eucalyptus qui prend feu facilement. Oui. Et puis aussi, il y a des plantations de conifères pour le business. Oui, hein. et puis Oui, toutes les écorces aussi, toutes les feuilles d'eucalyptus qui ne se décomposent pas, hein, qui restent au sol et qui constituent une matière très facilement inflammable. Oui. Mais dans certaines zones montagneuses, effectivement, il y a des forêts de conifères. Les plantations. Oui, et qui sont des plantations. Oui. Exemple de régions comme ça où il y a des forêts de conifères. Dans le Victoria, il y en a. Oui. Oui. Ou bien au nord de Sydney, par exemple, dans les Blue Mountains. Ah, là, je suis moins sûre. Oui. Beaucoup moins sûre. Oui, beaucoup moins sûre. Mais je pense que pour la plupart, c'était les eucalyptus qui ont brûlé. Je sais aussi dans le sud, dans l'Australie du Sud, il y a des plantations. Mais peut-être pas dans la montagne, sur les plaines. Pas dans la montagne. Ah oui. Parce qu'il faut quand même que c'est facile à cultiver. Et à l'ouest, la région de Perth, là, c'est un peu... Ah oui, d'accord. C'est-à-dire des formations plutôt arbustives, mais assez denses hein, quand même. Moi, je me souviens que c'est plutôt des formations denses, mais qui sont sensibles aussi à la sécheresse. Oui. Est-ce qu'on a une idée déjà Alors, on a fait un bilan des victimes, évidemment. Il y a, je crois, 25, je ne me rappelle plus si c'est 24 ou 25 personnes qui ont perdu la vie à cause de ces incendies. En superficie, qu'est-ce que ça représentait? Est-ce que tu le sais? Je ne sais pas, je n'ai pas ces chiffres en tête. Mais énorme. J'ai lu quelque part. J'ai rappelé quelques chiffres pour les auditeurs. L'Australie, c'est 7 800 000, à peu près un petit peu moins de 7 800 000 km², dont à peu près le quart est considéré comme boisé. Cette superficie forestière étant bien entendu quand même très variable, puisque entre une formation avec des eucalyptus assez éloignés les uns des autres et puis une plantation de conifères dense, il y a une grande différence. Mais au total, il semblerait qu'il y ait eu 600 000 hectares de forêt qui est disparu dans ces incendies. Et ça continue. Alors, 600 000 hectares, pour fixer les idées des gens, ça représente... Non, je suis en train de vous dire des bêtises, chers auditeurs. C'est pas 600 000 hectares, c'est 6 millions d'hectares. Ouais. Et 6 millions d'hectares, ça représente 60 000 km². Et quand tu parles du Portugal, effectivement, on peut s'approcher de cette superficie. Il faut savoir que 60 000 km², ça représente le dixième, plus du dixième de la superficie de la France. Wow, oui. Mais les feux continuent. C'est ça aussi. Alors, on n'en parle plus maintenant. Justement, quand tu as quitté l'Australie, toi, il y a combien de temps maintenant? Une semaine. Alors, où on en était? Mais les feux continuent. Et on a aussi les journées, le vendredi dernier, c'était quoi, le 7, 8 Oui, enfin voilà. Il faisait 44 degrés dans la ville. On n'a jamais ces températures. C'est ça. Bon, mais là, et les feux continuent. À Melbourne, 44 degrés, c'est une température que tu n'avais jamais connue. Jamais. D'accord. Une température qui est à peu près celle, disons, de Bamako
au plus fort de l'été. Jamais eu ça, jamais eu ça. Mais les feux continuent et les gens continuent à essayer de sauver ce qu'ils peuvent, de protéger les animaux quand ils peuvent, de combattre ces feux. Mais ça va durer parce qu'on n'a pas encore fini avec l'été. L'été pour nous, ça peut durer jusqu'en mars, l'été pour nous. Alors c'était vraiment un début de saison en septembre, on a dit pour les feux, les incendies, beaucoup plus tôt que normal, que d'habitude, et puis ça va continuer. Mais l'été, c'est aussi une période au cours de laquelle vous avez des pluies, au moins dans une partie du territoire. Oui. Mais les pluies, Les pluies sont survenues quand même il y a une dizaine de jours à peu près. Ça n'a fait guère de différence, hein. Vraiment. Les sapeurs-pompiers ont dit que ces feux, vraiment, les feux étaient tellement féroces elles-mêmes c'est masculin, Oui. qu'ils créent leur climat eux-mêmes, les feux. Et la pluie, il pleut un peu, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a vraiment des histoires à faire pleurer. Moi, Alors, vas-y, fais-nous pleurer. J'ai une amie, donc la fille était dans un village qui s'appelle Malakuta. Et c'est entouré de forêts, au bord de la mer. C'est vraiment d'une beauté. Mais les feux ont atteint la ville. Il y a, je ne sais pas, une centaine de maisons qui n'existent plus. Les gens sont allés sur la plage pour se réfugier. La marine est venue les chercher. Ah oui, c'est ce qu'on a vu. On a vu ça à la télévision. Oui, effectivement. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que les animaux qui fuyaient le feu allaient vers la plage. Et c'est les oiseaux qui ont continué de voler sur la mer, puis sont morts épuisés. Et la vague a repris ces oiseaux et les ont déposés sur la plage. Et il paraît que tous les 2 mètres, il y avait un oiseau qui était mort. Mais plein d'oiseaux, plein de nos beaux oiseaux, vraiment, hein, rares et moins rares, mais c'est ça les choses, c'est cette image-là. Oui, une image frappante, oui, Pour bien moi, sûr. Et ça, on pense que ces oiseaux-là, ils sont morts d'épuisement parce qu'ils ne pouvaient pas regagner la terre ferme et se poser quelque part. Ils ne pouvaient pas, hein. Oui. Ils chassés par la fumée, chassés par la chaleur. Justement, je voulais te poser la question des animaux d'élevage aussi, puisque l'Australie est un grand pays d'élevage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est traduit? Est-ce qu'il y a eu des pertes considérables et dans quel type d'élevage? Il y a beaucoup de vaches qui soit sont mortes ou qui ont été tuées après parce qu'ils étaient brûlés. Trop, Et puis, trop blessés, oui. Oui, on parle beaucoup des vaches, on parle beaucoup moins des moutons, mais on parle beaucoup de vaches. Et encore, c'est des centaines, plusieurs centaines de vaches, quoi. Oui. Des élevages qui n'existent plus, quoi. Oui. Mais bien sûr, les chevaux sauvages, j'imagine que là, il y a eu des troupeaux dans les Alpes et on n'en parle pas. Dans les Alpes. Oui. Nos Alpes. Oui. Qui ne sont pas très grands. Oui, mais dis-nous où elles sont, parce que... Ça, c'est pas très loin de Canberra. Oui. Canberra, Thredbo, puis Kosciuszko, notre montagne la plus élevée du pays. Il y a des chevaux sauvages, là. Brumbies, on les appelle Brumbies. Une ville comme Canberra qui est perdue au milieu d'espaces qui sont des espaces boisés, même si c'est de la forêt discontinue. Alors, est-ce qu'elle a été vraiment en danger? Non, pas en danger. Non. Mais il y a des maisons qui ont disparu. Oui, non, pas en danger, vraiment. Parce que c'était contrôlé par les sapeurs-pompiers. C'est ça. Ils ont lutté pour protéger la ville. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler sans doute avec certains de tes concitoyens? Est-ce que les gens ont peur maintenant et mettent ces événements vraiment directement en relation avec le changement climatique et considèrent qu'on est arrivé à une situation qui est irréversible et qui risque encore de s'aggraver? Non, les gens sont très optimistes, mais ils reconnaissent qu'il y a un changement climatique et qu'il faut changer ce qu'on fait. C'est ça, mais ils sont très optimistes. Les gens vont retourner
d'où ils sont venus. Ils ne vont pas abandonner. Mais là, il faut voir comment va agir. Tu as entendu des critiques formulées contre la gestion de la forêt? Pas suffisamment de débroussaillage, par exemple, pas suffisamment d'espace ménagé pour justement empêcher la propagation des feux. Ou est-ce que c'est des notions qui n'ont pas cours en Australie parce que le pays est tellement grand que vraiment on ne peut pas tout faire? J'ai pas entendu ça, mais j'ai entendu dire que ce qu'on fait chez nous, on essaye de faire des coupe-feux. Oui, des coupe-feux, et on en a fait, mais ces feux-là ont simplement sauté, Oui. les coupe-feux. Alors, Ça ne constitue pas un obstacle suffisant pour les feux de l'ampleur de ceux qui sont produits là-bas. Oui, c'est ça. Mais moi, ça fait une semaine depuis que j'ai eu des nouvelles. J'imagine qu'on en parle beaucoup. Oui. Oui, et puis on essaie de voir comment terminer cet été déjà, et puis ce qu'on doit mettre en place pour les années suivantes. C'est quand même étonnant ce qui se passe parce qu'il y a eu des années où à la même saison, il y a des inondations dans le nord du pays. Tu n'as pas parlé du nord et des Northern Territories. Est-ce qu'il s'est passé des choses là? Non, c'est la seule partie de l'Australie où il n'y a pas eu vraiment de grands feux. Toute la région en arrière de Darwin, tout ça. Oui, je pense que ça, c'était bien. Ils ont eu des vacances tranquilles. Oui. Mais pas... Non, on n'en a pas parlé de ça. Et puis, il faut dire qu'on était très préoccupés avec la vie des gens, avec la grandeur de ces incendies. Tu n'as pas entendu non plus de gens qui ont dit on va changer notre style de vie parce que peut-être que ça permettra de diminuer le risque. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas s'installer comme ça au milieu des bois ou... Moi, je ne connais pas les gens qui sont concernés. Alors peut-être ils ont cette conversation. Ce qu'on a, par contre, c'est vraiment une volonté des gens qui n'ont pas été touchés, d'aider ceux qui étaient touchés. Et puis on nous encourage de faire du tourisme chez nous, d'aller dans les villes où il y a beaucoup de pertes pour aider des commerces, ou de faire des commandes sur Internet, d'essayer d'aider des gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, quoi. Toujours très patriotiques, les Australiens. Absolument. Voilà, donc on va terminer. Alice, merci de ton témoignage. Come on aussi, come on. Dis-le avec l'accent. Non, come on aussi, come on. Bon, voilà, merci beaucoup. Merci. Four-wheel stallions ride. Pharaoh and General Leroy going down the final run. And I swear the earth was truly shaking out there chasing the midnight sun. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. From afar, the youths of Kevin Lee